parle de nutrition et de prévention des cancers, viande des cancers, un peu à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. C'est le genre de topo qui prend 2 heures, quoi, en gros. Donc, je ne vais pas vous présenter tout, je vais essayer d'aller pas trop vite. On y va. Donc, le cancer, les médecins le savent ici, c'est une maladie majeure qui tue à peu près une personne sur 3 en France. Les principaux cancers, c'est poumon, côlon, sein et prostate. Et pour donner une image de ce qu'on peut voir, aujourd'hui, il y a à peu près 100 personnes qui apprennent en France qu'elles ont un cancer du côlon. Et il y en a à peu près la moitié, un peu plus de la moitié, qui va s'en sortir, mais non sans mal. Hein. On va lui enlever un bout de côlon, on va lui filer une chimiothérapie, etc. Donc c'est quand même des maladies, vous le savez, qui sont graves et très fréquentes. 100 par jour, c'est énorme. Mais ça, c'était des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que pour beaucoup de ces cancers, la prévention est possible. On en est presque sûr. Je vais essayer de rester un peu zététique. On en est presque sûr. Pour le poumon, on en est sûr, puisqu'on a déjà vu que le fait de diminuer la consommation de tabac par différents moyens économiques et sociaux suffit à diminuer énormément la mortalité par cancer. 20 ans après, ce qui fait que pour les hommes, c'est bien gagné, et pour les femmes, ça commence à arriver, parce qu'elles se sont mises à fumer plus tard que nous. Le côlon, on pense qu'on peut en prévenir, 75%, le sein, à peu près la moitié. Prévenir, je ne dis pas guérir, prévenir. Et la prostate, peut-être 2 sur 10. Mais ça, c'est des gros calculs de méta-analyse, comme on a entendu ce matin, autrement dit, en regroupant des études, pour la plupart épidémiologiques. Donc, on a assez peu de résultats qui sont aussi forts que pour le tabac et le poumon, où on a effectivement arrêté de fumer et arrêté d'avoir des cancers du poumon. Pour les autres, je vais vous en parler un peu. Je vais vous en parler avec un argument d'autorité, ce qui est contraire tout à fait au principe de la zététique. Mais comme j'ai quelques minutes pour vous dire des résultats qui résument des années et des années de recherche, je vous donnerai juste le résultat. Il y en a un seulement où je vais aller un peu plus loin. Alors, ces résultats sont basés sur une méta-analyse de méta-analyse. Autrement dit, on a rassemblé des centaines de chercheurs, on les a fait bosser pendant des années, pour lire toute la littérature sur un cancer et un type d'aliment, et dire qu'est-ce qu'on peut en sortir. Et puis de ça, ça a été regroupé. Donc ça a commencé à être fait en 2007 par une association, un genre Ligue contre le cancer au niveau mondial, qui s'appelle le WCRF. Rien à voir avec les WC, même si pour le cancer du côlon, il y a un petit lien. Donc c'est World Cancer Research Fund. Et ils ont pondu un premier gros bouquin de 700 pages en 2007, et puis ils en ont pondu un deuxième en 2018. Et maintenant, ils font plus de bouquins, ils actualisent le site. Dès qu'il y a une grosse étude qui sort, ils actualisent leur site. Ça s'appelle le CUP Continuous, je sais pas ce que veut dire le ULP, mais sur le site du WCRF, on voit. Et pour l'instant, ça n'a pas bougé depuis 2018, en gros. C'est-à-dire que les conclusions que je vais vous montrer, elles sont étayées chaque fois qu'une grosse étude sort. Donc je vous les donne. Eh bien, pour diminuer son risque de cancer, c'est bien de rester mince. Pas forcément bien de maigrir si on est trop gros, de rester mince. Ensuite, je peux vous le dire, ça vaut le coup tout de même d'essayer de ne pas grossir, et éventuellement de maigrir. Une deuxième chose qui prévient le cancer largement, c'est d'être actif physiquement, de rester moins assis, y compris le fait de se lever. 10 secondes toutes les demi-heures devant son ordinateur, ça a été fait en essai clinique, et ça diminue le risque de cancer. C'est hallucinant. C'est pas la peine forcément d'aller courir le marathon. Ensuite, les coureurs de marathon ont rarement, les coureuses de marathon ont rarement des cancers du sein, et les coureurs de marathon ont rarement des cancers du côlon. Voilà. 2 premiers principes liés au mode de vie pour diminuer son risque de cancer. Ensuite, et j'étaye un peu ce qu'ont dit mes prédécesseurs, ça vaut le coup d'avoir un régime largement végétal. Je n'ai pas dit d'être végétarien et je n'ai pas dit d'être végétalien. De manger plus de légumes verts, plus de légumes secs, les légumineuses que nous évoquait Nicole, plus de fruits, plus de grains complets. C'est intéressant au niveau, c'est des conseils pour le monde entier, donc ça intègre largement tous les pays en développement où les gens mangent très très gras et très très sucré, et il y a une obésité qui est invraisemblable, qui est bien pire qu'en France et même qu'aux États-Unis. Donc les calories vides apportées par les graisses purifiées et le sucre, d'une certaine façon, elles favorisent le cancer. Et
pas du tout parce que c'est cancérigène, mais essentiellement parce que ça favorise l'obésité. Quand on regarde les mécanismes, c'est essentiellement hormonal, c'est parce qu'on a plus d'insuline qui circule, et puis de facteurs qui ressemblent à l'insuline, à l'IGF-1, etc., et plus d'œstrogènes, surtout chez les femmes, et qui vont booster les cancers du sein. Et on commence à dire, pour des choses plus précises, non aux aliments ultra transformés, les preuves sont très très faibles là-dessus, hein. Non au fast-food, non au soda. La raison essentielle, c'est que c'est des aliments soit gras, soit sucrés, contenant pas grand-chose comme nutriments. Et c'est ça que je développerai ensuite. On suggère d'éviter les charcuteries et de diminuer les viandes rouges, ça c'est le WCRF. En France, on est prudent, on a un gros secteur charcutier qui nourrit plein de gens et qui donne des salaires. Donc on ne dit pas éviter les charcuteries, on dit manger moins de 150 grammes par semaine. Et même là, Nicole nous a démontré que presque la moitié des femmes et presque les 3/4 des hommes dépassent ça largement. L'alcool, alors que moi je suis un fanatique de vin rouge, j'en suis désolé, mais ça donne le cancer, c'est vrai, c'est prouvé. Voilà, c'est mieux de ne pas boire d'alcool. Les suppléments, parce que c'est une folie, c'était une folie aux États-Unis depuis 30 ans, maintenant c'est une folie dans le monde entier, les gens se gavent de suppléments. Alors, moins en France, on a tout de même beaucoup de bol, hein. Le French Paradox, il ne joue pas que sur le vin rouge. Hein. Voilà. Ils sont inutiles et dans beaucoup de cas, on a pu prouver qu'ils étaient néfastes. Et puis, il y a 3 conseils qui sont, alors, apparemment le cadrage n'est pas exactement le même que dans mon ordinateur, donc vous n'avez pas le goût. 3 conseils pour des populations particulières. Pour les mamans qui ont un bébé, ça vaut le coup de l'allaiter, elles ont moins de cancer du sein. Et pour les bébés, ça vaut le coup d'être allaités. Si vous en connaissez, vous leur conseillez. Ils ont moins de cancer plus tard, essentiellement parce qu'ils ne deviennent pas obèses. Alors, ce qui ne se voit pas en dessous, je vous le dis. Les survivants d'un cancer ont intérêt largement à suivre ces conseils. Il y a une étude qui vient de sortir en 2025, prouvant par des essais cliniques que des cancéreux qui avaient été actifs physiquement, donc dans des études en double aveugle, on les pousse à faire du sport et les autres, on les pousse juste à faire tout ce qu'il faut, sauf on leur dit pas ça, et bien, effectivement, beaucoup moins de récurrence des cancers. Et quand leur premier cancer n'est pas tout à fait guéri, je pense à des femmes qui ont un cancer du sein, on les encourage même pendant le traitement à faire du sport. Et puis, le troisième chose, c'est pour des populations en Asie qui ont tendance à manger trop de sel. Le sel favorise beaucoup le cancer, pas tellement chez nous parce qu'on n'en mange pas, on n'est pas à ce niveau-là d'excès. Le cancer de l'estomac en particulier. Et en Afrique, les gens mangent trop d'aliments qui sont moisis, qui contiennent des aflatoxines, et des mycotoxines en général. On a entendu tout à l'heure une question sur les fruits pourris. En France, c'est pas... il y a un effet des mycotoxines, hein, des toxines de champignons dans les céréales et dans les fruits, mais cet effet ne se voit pas en épidémiologie. Ça ne donne pas des centaines de cancers. C'est pas pour ça que c'est bon pour la santé. On continue. Donc là, tout ça, c'est vraiment ça qui est important. Il faut manger plus de fruits, plus de légumes, avoir de l'activité physique. Essayer d'éviter l'obésité ou la réduire, pas d'alcool et pas de tabac. Ça, c'est majeur. Et en 2015, suite à un comité d'experts où j'ai eu l'honneur d'être invité comme président du comité mécanisme, on a décidé, on a déclaré au monde entier que les charcuteries c'était cancérigène, et l'OMS a entériné. Et on a déclaré que la viande rouge c'était probablement cancérigène. Et pour vous montrer l'augmentation de risque chez ceux qui en mangent, dans le quintile qui en mange le plus, hein, donc quand on fait des études d'épidémiologie, on divise les populations en 5 et on fait des statistiques entre ceux qui en mangent le plus et ceux qui en mangent le moins, et la moyenne, ça dépend un peu des études. L'excès de risque n'est pas énorme, hein, c'est plus 20%. En tabagie, c'est plus 200%. Donc c'est pas du tout du même ordre. Cependant, plus 20%, voilà, on peut se dire, si chaque jour en France il y a 100 cancers du côlon, si on mangeait moins de viande que ce qui est recommandé, ben, il y en aurait peut-être au moins 20 de moins. Enfin, voilà, il y aurait, on diminuerait le risque, puisque c'est justement 100, hein, ben, peut-être de 20 ou de 40, enfin c'est difficile, ensuite il faut faire des calculs, des rétro-calculs qu'on fait en épidémiologie que je ne peux pas faire devant vous. Voilà. Donc, ça a tout de même, si tous les jours en France, il y a 20 cancers qui sont dus à la viande rouge et 12 cancers qui sont dus à la charcuterie, c'est pas rien. Maintenant, pour chacun de nous, c'est absolument invisible. J'ai des charcutiers qui m'ont écrit de l'ouest de Bretagne. Mon bon monsieur, je mange tous les jours, et ceci, de saucisses et tout, et j'ai toujours pas de cancer, alors vous dites des conneries.
j'ai pu expliquer, ben non, voilà, ensuite c'est facile à démontrer avec juste 3 petits calculs, une règle de 3. Mais voilà, les statistiques, c'est niveau global, mais cependant, en santé publique, c'est quelque chose d'important, cette viande. Donc, d'où les recommandations du WCRF que je vous ai mises, peu de viande rouge et pas de charcuterie. Et en France, donc c'est NACRE, en gros, qui a été repris par l'INCA, qui a décidé que, vu la façon dont les Français vivent, on conseille aux gens, ça il faut connaître par cœur, hein, moins de 500 grammes de viande rouge par semaine, donc c'est un petit steak par jour de semaine, puis le week-end on mange juste du poulet, hein, c'est dramatique. C'est déjà énorme, hein, à mon avis. Hein, mais, voilà. Et en charcuterie, moins de 150 grammes par semaine. Alors là, c'est pas énorme, hein, c'est 3 grosses tranches de jambon ou 4 petites. Voilà, ça ne m'étonne pas que beaucoup de gens soient au-delà de ça. Voilà, c'est les recommandations pour ne pas augmenter son risque de cancer. Juste là, je vais devenir un peu plus chercheur, un peu plus zététicien. Je vous dis tous ces trucs-là depuis le début avec un argument d'autorité qui est lamentable. J'ai honte. Hein. Donc là, maintenant, je vais essayer de vous prouver un peu comment on le sait, ça, pour l'histoire de la viande. Donc là, c'est une méta-analyse des études de cohorte de Larsson. Donc Suzanne est une Suédoise qui fait des stats sur à peu près tout ce qu'elle trouve sous la main. Elle n'est pas du tout spécialiste ni du cancer ni de la viande. Hein. Et en 2006, elle a publié un regroupement, une méta-analyse de toutes les études qui avaient été publiées avant elle, pour étudier est-ce que le cinquième, le quintile qui mange plus de viande, a plus de cancer que le quintile qui en mange le moins. Et voilà le type de risque relatif qu'elle trouve. Donc on voit qu'on arrive proche du 1,2 que je vous disais, là, le 20% en plus. Là, elle trouve plutôt 1,3. Hein, mais ensuite, ça dépend un peu des études. Et on voit que chaque étude, même celle-là où c'était pas significatif, quand l'intervalle de confiance encadre la valeur 1, c'est que l'étude n'est pas significative. Là, c'est pas significatif, l'intervalle de confiance encadre la valeur 1. Et aucune étude n'est significative. À chaque fois, la fourchette, en gros, la dispersion de cette moyenne, là, du risque relatif, elle est au-delà de 1. Donc ça pourrait très bien être en fait que la viande ne protège pas ou protège, voilà. Mais quand on les rassemble toutes, on arrive à un risque relatif, là en l'occurrence, de 28%, 1,28. Et là, même si l'intervalle de confiance, on le prenait à minima, on est au-delà de 1. C'est-à-dire que le risque est réel, il est significatif. On s'est rendu compte que c'était significatif, pas sur les études individuelles, qui sont des énormes études tout de même. Hein. Les études de Nora, de Larsson, de Chao, c'est des études sur des milliers de gens. Ça ne suffit pas d'avoir 1000 personnes ou 10 000 personnes pour voir un effet toxique, un effet cancérigène de la viande. C'est normal qu'on ne l'ait pas déclaré, on l'a déclaré que récemment. Hein. Voilà. Mais là, quand on les assemble toutes, c'est tout de même louche que toutes elles soient en excès de risque. Il n'y en a aucune qui soit de l'autre côté déjà. Et puis, à elles toutes, elles font qu'il y a un risque relatif, significatif. Vous voyez, la plus grosse, enfin, il y a les deux plus grosses, une des plus grosses, elle trouvait pratiquement pas d'effet de risque, d'excès de risque, c'est le flou. Alors, dans ces études, hélas, il y en a aussi qui sont faites, payées par les industries de la viande. Donc c'est intéressant aussi, mais je ne vais pas vous le montrer, c'est un autre de mes diaporamas, où on voit comment est-ce que l'industrie de la viande essaye de biaiser les résultats. Je reviendrai peut-être un tout petit peu si vous posez des questions sur ce genre de choses. Ce que je comprends très bien, c'est normal, ils font leur job. Alors pourquoi on va faire un peu plus de science maintenant? Pourquoi est-ce que viande rouge et charcuterie seraient cancérigènes? Je vous montre les principales hypothèses. Celle qui est devenue la première, qui était due à un japonais, qui avait fait tout simplement griller, oh alors ça va pas le faire, hein. Voilà, du poisson, et bien c'est parce que quand on fait chauffer très fort, en gros des protéines animales, on va dire pour simplifier, on génère des produits qui sont cancérigènes, des amines hétérocycliques, des hydrocarbures polycycliques. Pourquoi pas? Il y a des cancérigènes dans la viande grillée. La deuxième chose, c'est que surtout dans les charcuteries, mais même dans la viande rouge, le rouge de la viande favorise en nous, dans notre intestin et dans notre estomac, la nitrosation des amines. Ça fabrique des composés nitrosés, des nitrosamines. Et puis la troisième explication, qui est celle que j'ai étudiée pendant presque 20 ans, c'est que le rouge de la viande, la myoglobine, l'aime le fer héminique dont nous parlait
mon prédécesseur, qui est si bon pour la santé, puisqu'il favorise la fabrication de globules rouges, ce fer héminique, eh ben, il favorise aussi un certain nombre de choses qui sont mauvaises, en particulier la nitrosation. Donc le H3, il joue sur le H2. Donc j'ai voulu étudier ça dans le cours de ma vie, donc ça c'est pour vous montrer comment est le fer héminique. C'est du fer qui est au centre d'un M, une molécule plane, et dans l'hémoglobine, ça sert à accrocher l'oxygène, c'est vachement utile. Hein. Voilà. Donc, moi je travaillais à l'INRAE, je ne suis pas médecin, donc essentiellement j'ai donné de la viande à des rats, des saucisses à des rats, du jambon à des rats. Et puis j'ai regardé, et puis je complétais leur aliment avec une poudre blanche contenant les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il fallait, qu'il n'y avait pas dans la viande. Hein. Je suis nutritionniste, je faisais des gros tableaux, des gros tableurs, c'était bien fait, et lesquels ont le plus de cancer, et voilà. Et voilà un peu ce que j'ai vu, en leur donnant soit du poulet, qui est une viande blanche, soit du bœuf, qui est une viande rouge, soit du boudin noir, du boudin noir. Donc c'est de l'hémoglobine pure, quasiment. Hein. Enfin bon, hein, on fait coaguler du sang, et c'est délicieux, et ça nous file du fer quand on en manque. Et j'ai vu que les... Alors j'étudiais pas les cancers, je ne voulais pas faire trop souffrir mes rats, et puis j'avais pas assez de fric pour faire des maladies de 2 ans. Donc au bout de 3 mois, on regarde au microscope le côlon des rats, et on voit des MDF, des Mucin depleted foci, donc bon, c'est des précancers, on va dire. Hein. Et on voit que ceux qui mangent du boudin noir, ils en ont plus que ceux qui mangent du bœuf, ils en ont plus que ceux qui mangent du poulet, ils en ont plus que les témoins. Et j'ai donné une preuve directe par ailleurs, en ajoutant de l'hème pur, que j'achète chez Sigma, dans le régime témoin, j'avais la poudre blanche et puis la poudre un peu rose, et ben les rats qui mangeaient l'hème autant que du bœuf, et ben ils avaient autant de micro-cancers. Donc voilà, c'est une démonstration. Là, là, je suis vraiment dans de la démonstration. Et des études de ce type, j'en ai fait peut-être 50, mais j'en ai publié une douzaine en agrégeant un peu. Et je vous donne juste une des dernières, où on s'est dit, mais finalement, est-ce que c'est l'hème, est-ce que c'est les nitrites, est-ce que c'est les amines hétérocycliques qui sont le plus responsables? Et donc, on a fait 8 groupes, en faisant avec ou sans nitrite, avec ou sans amines hétérocycliques, qui s'appelle PHIP et méthylique-QX, avec ou sans hémoglobine, ou des combinaisons de 2 et de 3. Et on voit qu'en fait, il n'y a que quand il y a l'hémoglobine qu'il y a un effet significatif. Donc, il n'y a pas d'effet des nitrites ou des amines hétérocycliques, mais il y a une promotion de la cancérogénèse par l'hémoglobine. On en a déduit tout un tas de conséquences merveilleuses sur les mécanismes. Les chercheurs génial les mécanismes. Mais en particulier, dans ces mécanismes, on a vu qu'on pouvait intervenir avec des polyphénols, avec des vitamines, en particulier la vitamine E, pour bloquer cette nitrosation, pour bloquer la peroxydation, ou avec du calcium, pour bloquer tout simplement l'hème, avant même qu'il soit absorbé. Et de tout ça, puisque Elisabeth me fait des signes désespérés que j'ai déjà fini, comment diminuer le risque de cancer? Alors voilà, ça ne va pas du tout le faire, parce que les deux qui sont là. Non, mais on ne peut pas sortir la diapo, c'est pas grave. Une des façons, c'est d'ajouter un antidote aux charcuteries, ou au menu. Et c'est la voie qu'ont suivi l'INRAE et la FICT, donc la filière charcutière. Quand on donne de la vitamine E, soit aux gens, aux volontaires, ça je l'ai fait dans mon labo, soit aux animaux qui vont donner la viande, ou qu'on met des polyphénols dans le jambon, eh bien, on efface cet effet. Quand on donne de la vitamine E ou du calcium dans l'assiette, c'est-à-dire on mange tout simplement un yaourt après avoir mangé sa tranche de saucisson, on bloque l'hème et la nitrosylation. Alors, pour pouvoir travailler là-dessus, je vais tout de même... parce que c'est... je remonte. Vous allez le voir en moins gros. Alors, trop triste ça. Alors... Ouais, non, je ne crois pas que ça va être possible. Donc la deuxième solution, on le voit en bas là, c'est de réduire ou d'interdire les nitrites. C'est la voie politique qu'a suivi un des députés, M. Ramos. Et il y a en ce moment un mouvement qui a été initié aussi par la Ligue contre le cancer, de faire interdire les nitrites. Ça marchera probablement, mais on n'a pas de démonstration que ça marchera. Il n'y a pas d'essai clinique. On a donné des charcuteries sans nitrite, même si ça existe beaucoup. Et puis le troisième, et c'est pour ça que ça serait tout de même mieux que je le mette, hein, donc j'ai effacé le premier. Désolé, hein. Je ne peux pas prévoir que ça n'allait pas le faire. Bah, comment tu descends là-dedans? Ah oui, peut-être. Peut-être bien. Donc l'autre solution, c'est ce dont on a entendu parler, c'est tout simplement de manger moins de viande.
Vous voyez que c'est pas si facile. Ah. Oh, écoutez, je suis désolé. Bah, essaye, mais... Je laisse bosser Nicole. Donc c'est de manger moins de viande. Ou pas du tout. Mais en fait, on n'a pas de preuve expérimentale que chez des mangeurs de viande, ça marcherait, qu'ils auraient moins de cancer. Mais on a tellement de preuves que c'est meilleur pour l'environnement, et probablement pour la santé, que c'est vers là qu'on va. Mais là, je ne parle plus en tant que scientifique, je parle en tant que citoyen. C'est parce que j'ai lu des trucs, j'ai lu le courrier que tu as écrit, qu'a écrit Nicolas, voilà. Mais ce n'est pas des recherches que j'ai faites. Donc, c'est pas si facile que ça. Non, bah, c'est pas très grave. Hein. Ah oui, pas mal. Voilà, ça serait bon pour le climat, ça serait bon pour la diversité. Mais ensuite, on a entendu évoquer aussi ce problème. C'est que les animaux d'élevage, ben, ça favorise l'équilibre des petites exploitations. Hein, ben, polyculture et élevage, c'est un modèle français qui a marché. Ça valorise des espaces qui ne sont pas cultivables ou très difficilement, les montagnes, les déserts. Parce qu'il n'y a pas qu'en France, il y a aussi tout le Moyen-Orient où il y a des brebis dans les champs, dans les steppes, enfin dans les pré-déserts. Et ça produit des fertilisants précieux, hein, qui contiennent de l'azote, du phosphore et du potassium, et surtout qui favorisent la rétention d'eau par un sol qui est plus apte à retenir l'eau. Donc les élevages, c'est difficile de faire une croix dessus. Voilà. J'ai fini mon topo, et la dernière diapo, je vous la montre même, puisqu'elle était pour pendant les questions, qu'on puisse avoir quelque chose à contempler. C'est juste pour dire que, voilà, mon avis sur les pesticides.